Il était allergique au Benadryl, et moi sans le savoir, je viens de lui en injecter directement dans le cœur. Il y a quelques années, je travaillais comme chauffeur de van spécialisé pour le transport de personnes en fauteuil roulant. Ce n'était pas un métier particulièrement excitant, mais c'était gratifiant de pouvoir aider des personnes qui comptaient sur moi pour se rendre à leurs rendez-vous médicaux, à leur sortie ou simplement pour les emmener d'un point A à un point B en toute sécurité. Un jour, comme tant d'autres, j'avais pris en charge un homme souffrant d'une maladie dégénérative. Il était silencieux, probablement fatigué, et je me souviens qu'il avait l'air assez fragile. Avec sa condition, ses os étaient très vulnérables, et il ne pouvait pas se déplacer par lui-même sans assistance. Il me faisait confiance pour veiller sur lui pendant le trajet. Comme d'habitude, j'avais pris toutes les précautions. J'avais vérifié les sangles qui maintenaient son fauteuil en place, m'assurant qu'il était bien sécurisé avant de prendre la route. Rien n'indiquait qu'il y aurait un problème ce jour-là. Alors que je conduisais sur une route familière, nous sommes arrivés à un virage. C'était un de ces virages que j'avais pris des dizaines, voire des centaines de fois, sans jamais penser qu'il pouvait représenter un danger. Mais cette fois-ci, tout a changé en une fraction de seconde. En tournant, j'ai senti une secousse à l'arrière du van. J'ai regardé dans le rétroviseur et c'est là que je l'ai vu, l'homme, toujours dans son fauteuil, avait basculé d'un côté. Une des fixations censées maintenir son fauteuil en place avait lâché. Il avait heurté sa tête contre une barre transversale du véhicule, ce qui l'a blessé gravement. Je me suis immédiatement arrêté sur le bas-côté, le cœur battant à tout rompre. J'ai couru vers l'arrière du van et l'ai trouvé conscient, mais clairement mal en point. Il ne parlait pas beaucoup, mais je pouvais voir dans ses yeux qu'il était en souffrance. Je me sentais impuissant. J'ai appelé les secours sans perdre une seconde. Il a été emmené à l'hôpital, et j'ai appris plus tard que ses blessures étaient bien plus graves que ce que je pensais. Il avait des os si fragiles à cause de sa maladie que même une petite chute pouvait être catastrophique pour lui. Quelques jours plus tard, j'ai appris qu'il était décédé de ses blessures. Cette nouvelle m'a bouleversé. Même si je savais, au fond de moi, que je n'avais rien fait de mal, que ce n'était qu'un accident mécanique imprévisible, le fait qu'il soit mort alors qu'il était sous ma responsabilité me pesait. L'homme n'était pas juste un passager, il était quelqu'un que je devais protéger, et ça n'était pas arrivé. La dernière chose que j'ai entendue sur cette affaire, c'est que l'entreprise qui fabriquait les supports pour fauteuils roulants a finalement modifié leur conception après avoir enquêté sur l'accident. Ils ont découvert une faiblesse dans leur design, quelque chose que personne n'avait anticipé avant cet incident. Je suppose que quelque chose de positif est ressorti de cette tragédie, mais ça ne change pas le fait qu'un homme ait perdu la vie ce jour-là. Je ne me sens pas coupable au sens classique du terme. Je sais que je n'aurais rien pu faire de plus pour éviter ce qui s'est passé. Tout était en règle, tout avait été vérifié. Et pourtant, une chose aussi banale qu'un virage a suffi à déclencher une série d'événements qui a conduit à sa mort. Quand j'y repense, cela me rend triste. Ce n'est pas une chose facile à accepter, même si la raison me dit que ce n'était pas ma faute. Quand j'étais gamin, vers 11 ou 12 ans, ma famille et moi étions en voyage au Guatemala, près des grottes de Semuc-Champais. C'était un endroit magnifique, entouré de jungle, et on faisait une sorte de circuit touristique. Je me souviens surtout d'une grande balançoire en corde qui surplombait une rivière. Tout le monde de notre groupe s'élançait depuis une petite falaise, se balançait au-dessus de l'eau, puis lâchait la corde pour plonger dans la rivière en contrebas. Rien de bien dangereux à première vue. Mes parents avaient déjà sauté sans problème, et après les avoir vus, je me disais que ça devait être assez sûr pour moi aussi. J'étais le suivant à passer, excité mais un peu nerveux. Juste au moment où je m'apprêtais à attraper la corde, un type, un Français, est sorti de nulle part et m'a doublé. Je me souviens avoir été tellement agacé, mais bon, je ne suis pas le genre à faire des histoires, donc je l'ai laissé faire. Ce qui est arrivé ensuite est encore gravé dans ma mémoire. Le gars prend la corde, se lance dans le vide, et au moment où il aurait dû lâcher pour tomber dans l'eau, quelque chose a merdé. Je ne sais pas si c'est la corde qui a lâché ou s'il a glissé, mais au lieu de tomber dans l'eau, il est tombé directement sur la plage en contrebas. Le bruit, un craquement sec, horrible. Ça a fait écho dans tout le groupe.
Je n'avais jamais entendu un bruit pareil, et franchement, j'espère ne jamais l'entendre à nouveau. Je me suis figé sur place, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. Le type était allongé sur le sable, immobile, et puis il y a eu du sang. Il s'est mis à couler, à se mélanger à l'eau de la rivière, et son corps paraissait, je sais pas, comme cassé, comme s'il n'avait plus de vie en lui. C'est là que ma mère est arrivée derrière moi et m'a tiré en arrière, loin de la scène, avant que je puisse voir plus de détails. Mais l'image était déjà gravée dans ma tête. On n'est jamais vraiment retourné sur les lieux après ça, et je n'ai jamais su exactement ce qui est arrivé à ce gars. Je ne sais pas s'il a survécu, mais ce n'est pas vraiment ça qui m'a hanté par la suite. Ce qui me reste, des années plus tard, c'est cette pensée, et si ça avait été moi? Je devais être celui qui passait après mes parents, celui qui prenait la corde à ce moment-là. Si ce Français ne m'avait pas doublé, c'est moi qui aurais peut-être chuté sur cette plage ce jour-là. Je pense souvent à cette chance bizarre, à ce coup du sort. Ça fait des années maintenant, mais parfois, je me demande pourquoi les choses se sont passées ainsi. Une seconde de plus, un petit changement dans la file d'attente, et ma vie aurait pu être complètement différente. Quand j'avais 19 ans, j'ai vécu un accident tragique lors d'un match de hockey qui a changé ma vie. Aujourd'hui, j'ai 36 ans, mais les souvenirs de cet événement sont toujours aussi vifs dans mon esprit. C'était un match comme les autres, entre amis, et j'ai pris un slap shot, un tir bas et puissant, visant le filet. Il y avait une mêlée devant la cage, une bataille habituelle pour la possession du palais. Mon ami, qui jouait dans l'équipe adverse, a été poussé par un autre joueur et a perdu l'équilibre. Malheureusement, au même moment, le palais que j'avais tiré l'a frappé directement à la tempe. Le choc a été instantané et d'une violence que je ne pouvais imaginer. Le palais avait brisé une grande partie de la structure osseuse de son crâne. On ne comprenait pas encore l'ampleur des blessures sur le cou, mais il a été transporté à l'hôpital d'urgence. Malgré tous les efforts des médecins, il est décédé plus tard à cause des fragments d'os qui s'étaient logés dans son cerveau. Cet accident a été un choc profond pour moi. Le sentiment de culpabilité et de tristesse était écrasant. Même si je savais, au fond, que c'était un accident, une confluence tragique de circonstances, cela n'effaçait pas la douleur de perdre un ami de cette manière, surtout en étant indirectement responsable. Je ne pouvais plus me résoudre à jouer au hockey. Le sport qui avait toujours été une passion pour moi était devenu associé à cette perte tragique. Quand j'avais 16 ans, je travaillais tard dans une petite épicerie près de chez moi. Ce n'était pas un boulot incroyable, mais il me permettait de gagner un peu d'argent et d'avoir une certaine indépendance. Ce soir-là, j'avais fini mon service vers 22h30. Fatigué, tout ce que je voulais, c'était rentrer chez moi, prendre une douche et me glisser dans mon lit. Mais avant cela, je devais faire un détour pour passer à la station-service et faire le plein de ma vieille voiture. Il n'y avait presque personne sur la route à cette heure, seulement quelques véhicules ici et là, principalement des voitures et des motos. Je me souviens très clairement de ce moment où j'approchais de la station-service. Je roulais tranquillement et m'apprêtais à tourner à gauche pour entrer. Comme d'habitude, j'ai regardé la route pour m'assurer qu'il n'y avait pas de véhicule à proximité. J'ai vu quelques motos passer devant moi, et puis, en regardant au loin, j'ai aperçu une lumière, un phare. À cette distance, il me semblait qu'elle était à au moins 1 kilomètre de là. Je pensais avoir largement le temps de faire mon tournant. Alors, j'ai commencé à tourner. Mais à peine avais-je franchi la moitié du virage que quelque chose a changé. Ce qui n'était qu'une petite lumière au loin semblait soudain beaucoup plus proche. Mon cœur s'est serré. Le phare devenait plus grand et plus brillant à une vitesse folle, comme si le motard volait littéralement vers moi. Il devait être à seulement quelques mètres de ma voiture. À cet instant précis, tout a ralenti. Mes pensées, mes mouvements, tout était comme plongé dans une dimension où le temps se décomposait. Instinctivement, j'ai appuyé à fond sur l'accélérateur pour essayer de sortir de sa trajectoire. Mais il était trop tard. En un éclair, j'ai entendu et senti un impact violent sur le côté de ma voiture. Ce n'était pas le bruit d'un choc habituel. C'était quelque chose de plus brutal, quelque chose que je ne pourrais jamais oublier. L'homme avait percuté ma voiture de tout son corps.
Je me souviens d'avoir senti la voiture bouger légèrement sous la force du coup. Le silence qui a suivi était assourdissant. Je me suis figé. Puis, en tremblant, j'ai ouvert la portière et suis sorti de la voiture. Je me souviens de ce que j'ai vu, le motard était étendu sur la route, immobile. Son corps semblait sans vie, écrasé par la violence de l'accident. Son casque avait roulé un peu plus loin, et tout autour de lui, la scène semblait irréelle, comme un cauchemar éveillé. La station-service, qui était pourtant si calme quelques minutes auparavant, est devenue un lieu de chaos. Des gens ont commencé à accourir, formant un cercle autour de l'homme. Je pouvais entendre des murmures, des cris. Quelqu'un avait déjà appelé les secours. Les sirènes de la police et de l'ambulance résonnaient au loin, mais tout semblait lointain, comme si j'étais spectateur de ma propre vie, incapable d'intervenir. Je me suis assis sur le bord de la route, incapable de bouger. Je me répétais en boucle dans ma tête, je viens de tuer quelqu'un. Je vais aller en prison. Je ne comprenais pas encore ce qui venait de se passer, tout semblait flou. Mon esprit était en état de choc. Un passant est venu vers moi, probablement en colère ou simplement bouleversé par la scène qu'il venait de voir. Il m'a crié, « Tu as vu ce que tu as fait ? Va voir ce que tu as fait. » Mais je ne réagissais pas, j'étais comme coupé du monde. Quand les enquêteurs sont arrivés, ils ont parlé aux témoins et ont commencé à reconstituer les événements. C'est à ce moment-là que j'ai appris la vérité. Le motard roulait à plus de 240 km/h, bien au-dessus de la vitesse autorisée. Il tentait de rattraper ses amis qui étaient passés quelques instants avant. Et lorsque j'ai fait mon virage, il n'a pas ralenti. En fait, au lieu de freiner, il a apparemment sauté de sa moto, essayant de l'abandonner pour éviter l'impact. Sa moto avait glissé sur le côté, sans toucher ma voiture. Mais son corps, lui, n'avait pas eu cette chance. Il avait percuté ma voiture directement. Les officiers m'ont dit que si le motard était resté sur sa moto, il aurait probablement réussi à m'éviter complètement. L'idée que cet homme aurait pu s'en sortir si facilement, mais avait choisi de sauter, me hantait. Pendant des semaines après l'accident, j'étais submergé de culpabilité. J'avais l'impression d'être responsable de sa mort, même si les faits montraient qu'il roulait bien trop vite. Je revivais constamment cet instant où j'avais fait ce tournant, me demandant si j'aurais pu faire quelque chose différemment. Avec le temps, et après avoir longuement parlé avec ma famille et des amis, j'ai fini par comprendre que parfois, la vie prend des tournures inattendues et tragiques, et qu'il n'y a pas toujours une réponse simple ou une personne à blâmer. J'étais un marine d'infanterie, et j'ai participé à l'invasion de l'Irak en 2003. On aimait dire que nous étions, la pointe de la lance, les premiers à franchir la frontière du Koweït pour entrer en territoire irakien, jusqu'à atteindre Bagdad. Pendant les premières semaines de combat, on tuait accidentellement des civils sans arrêt. La ligne entre les combattants et les non-combattants devenait floue. Mais plus on avançait dans l'invasion, plus certains marines se mettaient à tirer intentionnellement sur des femmes, des enfants et des personnes âgées. À la fin, beaucoup d'entre nous étaient prêts à franchir cette ligne sans hésitation. Rien d'inhabituel dans une guerre, paraît-il. Ce n'est donc pas une surprise, je suppose, que presque tous ceux avec qui j'ai combattu aient vu leur vie complètement basculer après leur retour à la société. Certains ont tenté de se suicider, d'autres ont réussi. Des gars que je connaissais ont choisi des façons horribles et créatives de mettre fin à leur jour. Un marine de mon peloton a essayé de se faire sauter la tête en déclenchant un fil de détonation dans sa propre bouche, un fil explosif qu'on utilise normalement pour faire sauter des charges de C4. Il a réussi à se mutiler gravement, détruisant la majeure partie de sa mâchoire et de son visage, mais il est encore en vie. Un autre gars du même peloton a utilisé un fusil de chasse, et cette fois, il n'a pas raté son coup. Le véritable enseignement de tout ça, c'est que quand on déshumanise les autres pour pouvoir les tuer en masse, que ce soit de manière détachée, méthodique ou professionnelle, on finit par se déshumaniser soi-même. On a souillé ce que représente le Marine Corps, et on a trahi les idéaux pour lesquels on avait prêté serment, ceux pour lesquels on avait accepté de tuer et de mourir. Cette guerre, à la fois mensongère et inutile, nous a détruits de l'intérieur, nous, et les valeurs que nous étions censés défendre. Quand j'étais enfant, on m'a toujours mis dans des classes spéciales. Pas des classes d'éducation spécialisée,
mais plutôt des programmes pour les problèmes de comportement. J'avais des séances avec des thérapeutes pour essayer de gérer ma colère et mes crises. J'ai été envoyé dans plusieurs écoles alternatives pendant le collège et le lycée. Tout ça à cause d'un incident qui s'est produit quand j'avais 8 ans. À l'école primaire, j'avais du mal à me faire des amis. J'arrivais pas à me connecter avec les autres garçons. Je finissais toujours par me moquer d'eux jusqu'à ce qu'ils pleurent, mais dès qu'ils faisaient des blagues sur moi, je ne supportais pas. Soit je pleurais, soit je disais quelque chose de tellement méchant qu'ils finissaient par pleurer encore plus. Mais ça ne devenait jamais physique. Un jour, j'ai finalement lié une amitié avec Joey, un garçon qui aimait les mêmes jeux Sega que moi, comme Bubsy et Sonic. Un après-midi, je suis allé chez lui après l'école, et il m'a montré sa collection de jeux. Il en avait tellement, et j'étais fou de jalousie. Je lui ai dit quelque chose de méchant, que s'il avait autant de jeux, c'était parce qu'il était moche. Il m'a répondu que c'était plutôt moi qui étais une des personnes les plus moches qu'il connaît. Je me suis mis dans une rage folle, je me suis mis à pleurer et j'ai piétiné sa Sega jusqu'à la casser. Joey a éclaté en sanglots et m'a poussé. Je l'ai repoussé, et il est tombé contre la télévision. La façon dont il a atterri l'a tué sur le coup. Je ne sais toujours pas si c'est son cou ou sa tête qui a frappé un coin tranchant, mais son corps est devenu tout mou, comme une poupée désarticulée. Il était mort. Je suis devenu tellement terrifié par la vue de son corps que j'ai pris la fuite. C'est sa mère qui l'a trouvé en premier. Elle est venue chez moi, en hurlant et en pleurant, et m'a demandé ce qui s'était passé. J'ai menti au début, je lui ai dit qu'il avait trébuché sur sa console, mais elle ne m'a pas cru. Elle m'a traité de garçon démoniaque, et à force de crier, j'ai fini par lui avouer la vérité. Elle a perdu le contrôle, ce qui est compréhensible. Elle m'a giflé 2 fois, puis elle a giflé ma mère en l'accusant de m'avoir mal élevé. Elle a appelé la police, et il y a eu une longue enquête, mais finalement, tout a été classé comme un accident. C'était vraiment un accident, je n'ai jamais voulu le tuer. Mais ça me hante chaque jour. Je revois son corps, immobile, contorsionné de manière étrange. Sa bouche avait une drôle de forme alors qu'il était allongé, mort. Chaque nuit, quand je ferme les yeux, je le revois. C'était il y a 23 ans, mais l'image ne me quitte jamais. Le pire, c'est que son grand frère, Jonathan, travaille au centre commercial où j'achète toujours mes bretzels. À chaque fois qu'il me voit, il me lance des regards qui me glacent le sang. Une fois, en 6e, il a craqué et m'a crié dessus, et dans un moment d'arrogance idiote, je lui ai dit « Fais gaffe ou tu pourrais finir comme ton frère ». Il m'a cassé la mâchoire ce jour-là. Ce qui est encore plus troublant, c'est qu'il ressemble tellement à Joey que c'est comme si je voyais son fantôme partout. J'ai brisé toute une famille, et ça m'a brisé moi aussi. Après la mort de Joey, mon comportement est parti en vrille. J'ai eu encore plus de crises de colère, des comportements violents, et je n'ai jamais réussi ni à l'école, ni dans la vie. Aujourd'hui, je pèse plus de 230 kilos et je ne fais rien de mes journées. Je donnerais n'importe quoi pour ne jamais l'avoir tué. J'aurais préféré le faire pleurer comme je faisais avec les autres, et en finir là. Mais au lieu de ça, je vis avec ce fantôme qui me hante, et je sais que ça m'a ruiné pour toujours. J'étais autrefois pilote de ligne pour une compagnie aérienne régionale assez importante. Le salaire n'était pas très élevé, donc pendant mes jours de repos, je travaillais comme instructeur de vol pour arrondir les fins de mois. Un jour, avec un de mes élèves, nous étions en vol pour pratiquer quelques manœuvres au-dessus d'une zone assez boisée. Tout se passait bien, on s'apprêtait à rentrer à l'aéroport après avoir terminé nos exercices, quand soudain, le moteur de l'avion a commencé à donner des signes inquiétants. Il tournait de façon irrégulière, et on a perdu des tours minutes. Pas de quoi paniquer à ce moment-là, j'ai pensé que c'était simplement un problème de mélange trop pauvre. J'ai donc enrichi le mélange en carburant, mais ça n'a rien changé. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à me diriger vers un champ que nous avions survolé un peu plus tôt, à quelques kilomètres. Il n'était pas très grand, mais c'était notre meilleure option si la situation s'aggravait, car l'aéroport était à environ 25 km, bien trop loin dans ces conditions. Le moteur continuait de se dégrader, et il devenait difficile de maintenir l'altitude. J'ai fini par lancer un appel de détresse à la radio, un mayday, en donnant notre position. Quelques minutes plus tard, le moteur s'est complètement arrêté.
J'ai tenté un redémarrage, mais rien n'y faisait. Nous étions obligés de nous préparer à un atterrissage d'urgence. Pendant que nous alignions l'avion pour l'atterrissage final, nous avons sécurisé l'appareil et fait toutes les vérifications nécessaires. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que le champ que j'avais repéré était bien plus petit que je ne l'avais pensé. Nous avons touché le sol dans des conditions très difficiles. La piste était extrêmement chaotique, et je mettais toute la pression possible sur les freins sans les bloquer. Les arbres se rapprochaient rapidement, et j'ai réalisé que nous n'allions pas nous arrêter à temps. J'ai pris la décision, un peu trop tard, d'essayer de remettre l'avion sur ses roues avant et de freiner brutalement pour le faire basculer. Je me disais que cela nous arrêterait peut-être avant de percuter les arbres. Malheureusement, je n'ai pas réagi assez vite. Nous avons foncé droit dans un gros arbre. Le choc a été violent. Je ne me souviens pas très bien des minutes qui ont suivi, mais je me rappelle vaguement avoir regardé mon élève, assis à l'avant. Il était affaissé, la tête inclinée sur le côté. J'ai crié pour lui dire de sortir, mais quand j'ai vu ses yeux ouverts et immobiles, j'ai compris. Il ne réagissait pas. La police locale est arrivée très rapidement, apparemment, ils nous avaient vus descendre. Ils ont sorti mon élève de l'avion, tandis qu'on m'emmenait à l'hôpital pour des radios, car j'avais de fortes douleurs au cou et au dos. Malheureusement, mon élève était déjà mort sur place. Son cou s'était brisé sous la violence de l'impact. Aucune action en justice n'a été engagée contre moi. Les enquêteurs ont conclu que j'avais pris les bonnes décisions dans la situation donnée. Mais ça ne change rien à ce que je ressens. J'aurais voulu réussir à retourner l'avion, à éviter cet arbre, à sauver mon élève. Je me sens toujours coupable. Sa femme m'a tenu responsable et a essayé de me poursuivre en justice. Depuis cet accident, l'anxiété me ronge. Je ne vole plus. C'est terrible, car j'adorais ça, vraiment. Maintenant, je travaille dans la construction. J'ai toujours aimé bricoler et réparer la maison, et ça m'aide à rester occupé. Mais au fond de moi, il me reste un dernier rêve. Je suis âgé de 36 ans, et j'aimerais, avant de mourir, pouvoir voler une dernière fois. Juste une fois. Pour retrouver, ne serait-ce qu'un moment, cette passion que j'avais pour le ciel. J'ai tué un homme dans le parking d'un casino, et c'est quelque chose qui me hante encore aujourd'hui, même si je sais que c'était en légitime défense. Ce soir-là, ma femme et mes enfants étaient à la maison. Comme souvent, j'étais allé au casino pour passer un peu de temps, jouer un peu. Je ne bois pas, alors c'est ma manière de sortir et de décompresser. Il était environ 3 heures du matin quand j'ai quitté le casino. J'avais joué tout l'argent que j'avais apporté, et je me dirigeais vers ma voiture. Je l'avais garée dans le fond du parking, sous un lampadaire. Une fois arrivé à la voiture, je me suis assis, les jambes encore à l'extérieur, et j'ai envoyé un texto à ma femme pour lui dire que je rentrais bientôt. C'est à ce moment qu'un homme est sorti de nulle part. Il est arrivé par le côté de ma voiture et m'a poussé à l'intérieur, mon dos contre la console centrale. Il tenait un couteau et m'a demandé mon téléphone, mon argent et mes clés. J'étais piégé, mais mon arme était attachée juste sous le siège conducteur, au niveau de la barre d'ajustement. Instinctivement, j'ai tiré. J'ai tiré 5 fois, dans la poitrine et l'abdomen. Quand la police est arrivée, ils m'ont emmené en garde à vue et ont pris mon arme. Heureusement pour moi, il y avait une caméra sur le poteau de lumière sous lequel j'étais garé. Les images ont clairement montré que c'était de la légitime défense. L'homme avait dans son système un cocktail de drogue, et il était recherché pour vol à main armée. Avec ces preuves, je n'ai jamais eu à passer devant un tribunal, et je n'ai pas eu de procès. Les choses se sont réglées rapidement, surtout parce que c'était sur une réserve indienne, et que la police tribale semble traiter ce genre de cas plus vite. Je ne dirais pas que ça m'a traumatisé, mais cet incident m'a donné une perspective très nette sur la fragilité de la vie humaine. Depuis ce jour, je repense souvent à ce qui s'est passé, même si je ne perds pas de sommeil à cause de ça. Ce qui me reste surtout, c'est la prise de conscience de la rapidité avec laquelle tout peut basculer. Une minute, j'étais tranquillement assis dans ma voiture, l'instant d'après, je devais défendre ma vie. Je porte toujours une arme, mais c'est une autre. Celle que j'ai utilisée ce soir-là est rangée dans mon coffre-fort, comme un rappel constant. Ma femme n'en parle jamais, on fait comme si cela n'avait jamais eu lieu, mais moi,
j'y pense souvent. 3 ans se sont écoulés, et je peux dire avec certitude que toutes ces personnes qui se vantent de porter des armes à feu, qui se croient invincibles, n'ont aucune idée de ce que cela implique. Ce n'est pas amusant de tirer sur quelqu'un. Ce n'est pas une victoire. En un instant, j'ai eu la pensée terrifiante que cet homme pouvait me tuer, et que je ne reverrai plus jamais mes enfants. Je ne voulais pas le tuer. Je souhaite encore aujourd'hui que les choses se soient passées autrement. Chaque être humain mérite une deuxième chance, non? Mais dans ce moment précis, j'avais peur. Pas seulement pour moi, mais pour l'avenir de mes enfants. Si je n'avais pas eu mon arme, je ne serais probablement pas ici pour les élever. Je crois encore fermement au port d'armes dissimulé, parce que je suis persuadé que sans ça, je ne serais plus là. Mais même si personne ne me blâme, je ne peux m'empêcher de me blâmer moi-même. J'ai mis fin à sa vie. Il a fait le choix de m'attaquer, mais s'il ne l'avait pas fait, il serait encore vivant aujourd'hui. Je n'arrive toujours pas à bien trier tout ça dans ma tête, même après tout ce temps. C'est un mélange de culpabilité, de justification, de tristesse, et d'un sentiment que je ne parviendrai peut-être jamais à m'expliquer complètement. C'était il y a quelques années, j'étais à la rivière avec ma mère, ma copine et mon chien. Il faisait beau, et on avait traversé jusqu'à un banc de sable au milieu de la rivière. Le courant était fort ce jour-là, mais je suis un bon nageur, alors je n'avais pas trop de mal à traverser. On s'est installé sur le banc de sable, et c'était plutôt tranquille. À un moment, 2 gars, probablement d'origine hispanique, sont arrivés et ont essayé de traverser la rivière eux aussi. À mi-chemin, ils ont commencé à paniquer, le courant était trop fort pour eux. Instinctivement, je me suis jeté à l'eau pour les aider. Le premier gars a réussi à reprendre son souffle et à terminer la traversée seul, mais l'autre n'y arrivait pas du tout. Il était complètement paniqué. Il m'a sauté sur le dos, s'agrippant à moi comme si j'étais son seul espoir. J'ai essayé de le ramener contre le courant, ce qui a été une grosse erreur. Après quelques secondes, j'ai compris que je n'y arriverais jamais. Le courant était trop fort, et je commençais à épuiser toutes mes forces à nager avec lui accroché à moi. J'ai donc changé de plan et décidé de nager avec le courant, vers le banc de sable où se trouvait ma copine. Mais à ce moment-là, j'étais épuisé. Entre nager pour moi-même et supporter son poids, mes forces me lâchaient. Il ne me restait plus d'énergie, je n'avais plus de choix. J'ai dû le pousser pour qu'il se décroche de moi. J'étais à bout de souffle et à peine capable de me traîner jusqu'au banc de sable. Heureusement, ma copine était là, elle m'a tiré de l'eau. Mais lui, il n'a pas eu cette chance. C'était un garçon de 13 ans, et il s'est noyé ce jour-là. Je fais de mon mieux pour ne pas y penser, pour ne pas m'en vouloir. Mais il y a des jours où ça me ronge. Je me repasse sans cesse ce moment dans ma tête, en me demandant « et si ?» Si je n'avais pas essayé de nager contre le courant au début, si j'avais pris la bonne décision dès le départ, peut-être que je l'aurais sauvé. C'est facile de se dire ça après coup, mais dans le feu de l'action, j'étais juste un gars qui essayait de sauver quelqu'un, sans vraiment réfléchir. Je sais que ce n'était pas ma faute, et que j'ai fait de mon mieux dans une situation critique. Mais parfois, ça ne suffit pas à apaiser la culpabilité que je ressens. En 1995, j'avais 7 ans et je vivais avec ma mère, qui avait des problèmes de drogue, et ma sœur, qui avait 4 ans de plus que moi. Notre maison était en réalité un abri, plus proche d'un cabanon que d'une vraie maison, mais c'était tout ce que nous avions. Ma mère travaillait dans un bar, et j'y passais la moitié de mon temps. C'était devenu presque une seconde maison pour moi. À cette époque, ma mère s'était rapprochée d'un des clients réguliers du bar, un homme qui buvait beaucoup et consommait également de la drogue. Ils ont fini par sortir ensemble, mais leur relation n'a pas duré longtemps. Un jour, elle a rompu avec lui, et à partir de là, les choses ont pris une tournure inquiétante. Il revenait sans cesse, menaçant ma mère. Je ne comprenais pas tout, mais je savais que sa présence était effrayante. Un soir, ma mère a reçu un appel de lui. Je ne sais pas ce qui s'est dit, mais son comportement est soudainement devenu très nerveux. Elle a essayé de nous emmener, ma sœur et moi, à l'arrière de la maison, là où nous gardions nos vêtements. Elle a tenté de nous cacher sous une pile de vêtements, espérant sans doute nous protéger. Mais,
Terrifié, je ne pouvais pas rester immobile. La peur m'a envahi et j'ai commencé à paniquer, à vouloir fuir la maison. Alors que je m'approchais de la porte d'entrée pour sortir, un camion est arrivé en trombe dans l'allée. Je me suis arrêté net. J'ai entendu l'homme sortir du camion, furieux, criant le nom de ma mère. Il a essayé de forcer la porte d'entrée, mais sans succès au début. J'étais à environ 1 mètre de la porte, pétrifié. Puis, soudain, un coup de feu a retenti. Il avait tiré directement sur la porte. La peur m'a saisi encore plus, et dans un état de panique totale, je me suis jeté sur le canapé qui se trouvait juste à côté de l'entrée, attrapant au passage mon petit bâton de tibal qui traînait là. L'homme, déchaîné, a commencé à donner des coups de pied dans la porte. Il frappait si fort que la porte a fini par céder. Dès qu'il est entré, sans réfléchir, j'ai frappé de toutes mes forces avec mon bâton, le touchant en plein front. Il est tombé instantanément, inconscient. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à hurler. Ma mère et ma sœur sont finalement sorties de la pièce où elles étaient cachées, et nous avons tous quitté la maison précipitamment. Nous avons couru jusqu'au bar, où ma mère a appelé la police. Cette même nuit, tout a changé pour moi. Après que les policiers sont arrivés et ont pris les déclarations, j'ai été envoyé vivre définitivement chez mon père. Ma mère avait déjà plusieurs mandats d'arrêt en cours, et elle a été arrêtée ce soir-là. Ce fut la dernière fois que j'ai réellement vécu avec elle. Je n'ai pas appris la vérité sur ce qui était arrivé à cet homme avant d'avoir environ 16 ans. J'ai découvert alors qu'il était mort à l'hôpital, des suites d'une combinaison de la commotion cérébrale que je lui avais infligée et de son intoxication alcoolique. Même en sachant cela, je n'ai jamais ressenti de culpabilité. À ce moment-là, tout ce que je voulais, c'était protéger ma famille et survivre. Ce n'était pas un acte prémédité, juste une réaction à la peur et à la violence qui se déroulait devant moi. C'était un moment de pur instinct de survie, dans un environnement où je n'avais jamais eu d'autre choix que d'apprendre à me protéger et à protéger ceux que j'aimais. Aujourd'hui encore, je pense souvent à cette nuit, mais je ne regrette pas d'avoir fait ce que j'ai fait pour nous sortir de cette situation. Il y a quelques années, mes amis et moi passions nos week-ends à escalader des falaises dans un coin isolé, au milieu de la forêt, loin de la ville. On avait l'habitude de grimper ces parois rocheuses encore et encore. Au début, on utilisait des cordes, des harnais, tout le matériel. Mais plus on s'améliorait, plus on cherchait cette montée d'adrénaline qu'on ne trouvait plus avec l'équipement. Alors, on a commencé à grimper sans corde. C'était devenu presque un rituel, un défi qu'on s'imposait à chaque sortie. Ce jour-là, on était parti tôt, impatient de retrouver cette colline qu'on avait déjà escaladée des dizaines de fois. C'était une paroi de plus de 10 mètres, pas très technique mais assez pour qu'on se concentre à chaque mouvement. J'étais souvent le premier à me lancer, une habitude que j'avais prise. Je me sentais à l'aise avec la roche, chaque prise me semblait familière. Une fois en haut, je me suis retourné pour voir mon pote grimper derrière moi. Il était presque là, ses mains fermement agrippées au bord, prêt à se hisser. C'est à ce moment-là que tout a basculé. Alors qu'il s'apprêtait à monter, je me suis précipité vers lui, comme on le faisait à chaque fois pour fêter notre réussite. Mais mon pied a glissé sur un caillou. Pas grand-chose, juste un petit faux pas instinctivement, pour ne pas tomber, je me suis appuyé sur lui. Ce geste a suffi. Il a perdu l'équilibre, et avant que je ne comprenne vraiment ce qui se passait, il a basculé en arrière. J'ai vu son corps disparaître dans le vide, et j'ai crié, mais c'était trop tard. Il est tombé. Je suis resté figé quelques secondes, incapable de bouger, de comprendre. Puis, je me suis précipité en bas. Quand je suis arrivé, il était là, immobile sur les rochers. L'arrière de sa tête avait heurté violemment la pierre. Il ne bougeait plus. Je savais, au fond de moi, qu'il était déjà parti, mais je n'arrivais pas à l'accepter. J'ai hurlé pour que quelqu'un vienne, que quelqu'un fasse quelque chose, mais il n'y avait rien à faire. Il était mort sur le coup. Ce jour-là, quelque chose en moi s'est brisé. C'était un accident, je le sais, mais ça ne change rien. Chaque fois que je ferme les yeux, je revois ce moment. Ce petit geste, cette erreur insignifiante qui a tout changé. Ça aurait dû être moi. C'est moi qui ai glissé. C'est moi qui l'ai fait tomber. Depuis,
je n'ai plus jamais grimpé. Comment pourrais-je? L'escalade, qui était autrefois une passion, est devenue un rappel constant de ce que j'ai perdu ce jour-là. Il n'y a pas de mots pour décrire ce que ça fait de porter une culpabilité pareille. Tout le monde me dit que ce n'était pas ma faute, que c'était un accident, mais ça n'efface pas ce poids que je ressens chaque jour. J'aurais dû faire attention, j'aurais dû m'arrêter. Mais je ne l'ai pas fait. Quand je vivais chez mon oncle, il traversait une période compliquée. Il avait un lourd passé avec les drogues, il était atteint d'hépatite C à cause de l'usage d'aiguilles contaminées. Un soir, je lui ai donné des pilules de morphine de 100 mg, pensant que ça l'aiderait à gérer sa douleur. À l'époque, je n'ai pas vraiment réfléchi aux conséquences, je voyais juste un moyen d'apaiser sa souffrance. Le lendemain matin, je me suis réveillé et je l'ai trouvé sur le canapé, non réactif, en train de convulser. Mon cœur s'est emballé. Il était clair que quelque chose n'allait pas du tout. Je savais que je devais appeler les secours, mais j'hésitais. On cultivait de l'herbe et des champignons dans la maison à ce moment-là, et mon oncle avait déjà un casier judiciaire. Il était un ancien détenu, et je savais que s'il s'en sortait, il pourrait bien retourner en prison à cause de tout ça. Pendant quelques minutes, j'ai juste marché nerveusement dans la maison, sans savoir quoi faire. Devais-je appeler à l'aide et risquer d'attirer l'attention sur notre maison? Ou devais-je attendre et espérer que ça passe? C'était une de ces décisions où chaque seconde compte, et je me sens encore aujourd'hui déchiré par le fait que j'ai hésité. Finalement, après ces quelques minutes d'angoisse, j'ai fini par appeler les urgences. Les ambulanciers sont arrivés rapidement et ont fait tout leur possible. Ils l'ont mis dans l'ambulance et ont tenté de le réanimer. Mais il n'a pas survécu. Il est mort dans l'ambulance, juste devant la maison. Le genre de scène que tu n'oublies jamais. Je suis convaincu que ce sont les pilules que je lui ai données qui ont fini par le tuer. J'essaie de me dire que je n'avais pas de mauvaises intentions, que je voulais juste l'aider, mais ça ne change rien au fait que c'est ce geste qui a probablement mis fin à sa vie. Quand j'avais 13 ans, je vivais en Norvège. J'adorais grimper aux arbres, et mes amis et moi avions l'habitude de trouver les plus hauts que l'on pouvait. Notre ville était petite, nichée en altitude, et les meilleurs arbres se trouvaient près de la rivière, là où la forêt était plus dense. Un vendredi, on a décidé d'y aller pour une nouvelle aventure. Comme d'habitude, on avait préparé nos sacs à dos avec de la nourriture, des encas, et de l'eau pour pouvoir traîner dans l'arbre jusqu'au coucher du soleil. Ce jour-là, c'était le petit frère de mon ami, âgé de 11 ans, qui portait le sac avec les snacks. Moi, j'avais celui avec les boissons. Il n'était pas aussi habitué que nous à grimper, mais comme tous les petits frères, il voulait prouver qu'il pouvait traîner avec les grands. Ce n'était pas souvent qu'on le laissait venir avec nous, donc il était excité. On grimpait à un arbre immense, essayant d'atteindre une branche où on pourrait tous nous asseoir. J'étais le premier à y arriver, j'ai accroché mon sac à une branche, et je me suis retourné vers le petit frère de mon ami pour lui dire de me passer son sac, pour que ce soit plus facile pour lui de grimper. C'est à ce moment-là que son pied a glissé. Il n'avait pas encore la force dans les bras pour se rattraper et porter son poids. Il est tombé tout en bas de l'arbre, atterrissant dans la rivière sur des rochers. Il est mort sur le coup. Mon ami et moi sommes descendus de cet arbre plus vite que je ne l'aurais jamais cru possible. Ce qu'on a vu ce jour-là nous a marqués à jamais. Tout ce qu'il voulait, c'était passer du temps avec son grand frère et faire ce que les grands faisaient. Et moi, je n'arrête pas de me dire que si je ne lui avais pas demandé de me passer ce fichu sac à dos, on serait encore tous en train de grimper, et peut-être qu'aujourd'hui, on partagerait une bière en se remémorant nos aventures. Mais au lieu de ça, mon meilleur ami d'enfance ne peut plus être dans la même pièce que moi. Cela fait plus de 10 ans que je n'ai pas eu de nouvelles de lui ou de sa famille. Chaque jour, ils me reviennent en tête, et je revis ce moment encore et encore. Tout le monde me dit que ce n'était pas ma faute, que ça aurait pu arriver à n'importe qui, mais ça n'efface pas la culpabilité que je ressens d'avoir demandé ce sac. Si quelqu'un lit cette histoire, j'espère qu'il en retiendra quelque chose. Tout peut arriver, à n'importe quel moment, n'importe où. Dites à ceux que vous les aimez, parce que vous ne savez jamais quand quelqu'un vous demandera de lui passer son sac à dos.
Il y a plusieurs années, un type complètement défoncé a fait irruption chez moi en pleine nuit. Il avait un couteau et me menaçait. Ce soir-là, il n'y avait que mon fils et moi à la maison. J'avais entendu du bruit dans la maison et, pensant que ce n'était rien, j'ai pris la batte de baseball que je garde sous mon lit et je suis allé vérifier. En arrivant dans le couloir, je l'ai vu. Il était là, titubant, les yeux injectés de sang, brandissant un couteau et hurlant des choses incompréhensibles. Mon cœur s'est arrêté une seconde, mais avant que je puisse vraiment réfléchir, il s'est jeté sur moi. Tout s'est passé si vite. J'ai agi par pur instinct, comme une réaction de survie. Sans hésiter, j'ai levé la batte et je l'ai frappé à la tête, de toutes mes forces. Je pense que l'adrénaline a décuplé ma force, bien plus que je ne le pensais. Dès que la batte a touché son crâne, il est tombé. Immobile, comme une poupée désarticulée. Je me suis figé, le cœur battant à tout rompre, réalisant ce qui venait de se passer. Je me suis précipité vers mon téléphone et j'ai appelé le 911. Les policiers sont arrivés rapidement, mais quand ils ont vérifié l'homme, il était déjà mort. Crâne fracturé. Ils m'ont dit que j'avais fait ce qu'il fallait, que c'était de la légitime défense, mais je ne peux m'empêcher de revoir cette scène encore et encore dans ma tête. Depuis, les cauchemars ne me lâchent pas. Je revois son visage, le bruit de la batte contre son crâne, cette fraction de seconde où tout a basculé. Je sais, au fond, que je n'avais pas le choix. Si je n'avais pas agi, mon fils ou moi aurions probablement été blessés, voire pire. Mais ça ne rend pas les choses plus faciles. L'instinct de survie est fort, c'est vrai, mais vivre avec ce souvenir est une autre histoire. Il n'est pas mort sur le coup, mais il est devenu quadriplégique, ce qui, à 19 ans, peut sembler une véritable condamnation. J'avais moi aussi 19 ans à l'époque. Ce jour-là, je conduisais un ami à travers ma ville natale, car cela faisait des années qu'il n'y était pas revenu. Il avait déménagé dans un autre état il y a longtemps. Nous empruntions une route de campagne étroite, sinueuse et vallonnée. En arrivant au sommet d'une colline, j'allais un peu plus vite que la limite de vitesse autorisée. Soudain, un van surgit, roulant en plein milieu de la route. À gauche, il y avait un talus raide, et à droite, un fossé profond. J'ai immédiatement fait une embardée pour éviter le van, mais en réalisant que j'allais finir dans le fossé, j'ai tourné le volant dans l'autre sens. J'ai finalement réussi à éviter le van, mais mon véhicule a percuté le talus sur la gauche et a commencé à se renverser. La voiture a fait cette tonneau en descendant la colline. Je portais ma ceinture de sécurité, lui non. Mon côté de la voiture a été pratiquement écrasé, tandis que le sien n'avait presque aucune trace de choc. Grâce à la ceinture, je m'en suis sorti avec des morceaux de verre incrustés dans le visage et le cuir chevelu, et des blessures à l'œil gauche, à l'épaule et à la hanche. Malheureusement, mon ami, qui ne portait pas de ceinture, a eu le cou brisé. Il m'a tenu responsable de l'accident, de tout ce qui lui était arrivé. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais eu de nouvelles de lui. Je ne sais pas ce qu'il est devenu, mais j'imagine qu'il est probablement mort aujourd'hui, car l'espérance de vie pour les quadriplégiques complets est assez courte. Cela fait maintenant 15 ans, et je vis encore avec le souvenir de cet accident. Une chose est certaine, plus personne ne monte dans ma voiture sans mettre sa ceinture de sécurité. C'est non négociable. C'était ma première journée avec l'équipe de rugby à l'université, et je jouais en deuxième ligne. On faisait un exercice simple, 2 joueurs couraient d'un côté d'un carré, et 2 autres de l'autre. Une paire avait le ballon et devait traverser, l'autre devait les stopper. Un exercice de base, qui nous faisait pratiquer les passes, les plaquages, tout ce qui fait le rugby. Mon tour est arrivé. On me passe le ballon, et juste en face de moi se trouve le capitaine de l'équipe. J'avais joué au rugby toute ma scolarité, donc je me sentais plutôt confiant. Mais là, c'était le capitaine, le gars qui connaît probablement toutes les techniques de plaquage sur le bout des doigts. Je me suis dit, si je peux le passer, ça impressionnera à la fois lui et l'entraîneur. Je savais que je devais y aller à fond. Je mesure 1,90 m et pèse environ 100 kg, donc je peux frapper fort, et même avec ce gabarit, je suis plutôt rapide. Alors, j'ai décidé de donner tout ce que j'avais.
Je suis parti à pleine vitesse et je l'ai frappé de plein fouet, droit dans la poitrine, avec toute ma force. C'était un de ces impacts qu'on ne ressent que dans des sports comme le rugby. Il a réussi à me plaquer, mais je pouvais voir que le choc l'avait vraiment secoué. J'ai entendu les autres gars de l'équipe faire un OF collectif, un de ces bruits qu'on fait quand on voit une grosse collision. Pour ceux qui ne jouent pas, c'était un jeu légal, pas un geste antisportif ou quoi que ce soit. C'est juste le rugby. Le capitaine est resté allongé un moment après l'impact, puis il s'est relevé doucement, visiblement en souffrance. Mais il a continué l'entraînement, malgré la douleur. Le lendemain matin, on m'a appris qu'il était mort pendant la nuit. Il était chez lui, à côté de sa petite amie, quand il a succombé à une rupture d'anévrisme cérébral. J'ai immédiatement pensé que c'était de ma faute. Ce choc que je lui avais infligé, et s'il avait déclenché cet anévrisme? Je me suis senti terriblement mal. J'ai partagé cette inquiétude avec d'autres, et tout le monde me disait que ce n'était pas à cause de moi, que c'était impossible. Avec le temps, après l'enterrement et les hommages, j'ai fini par les croire un peu. Mais je sais que les anévrismes peuvent être provoqués ou aggravés par des traumatismes, alors ce doute ne m'a jamais quitté. Pendant toute l'année qui a suivi, chaque match de l'équipe commençait par une minute de silence en son honneur. Sa mort a poussé l'équipe à se surpasser, et on a terminé à la 2e place du championnat cette saison-là, alors qu'on n'avait même pas réussi à se qualifier l'année précédente. Même si je ne le connaissais que depuis ce jour-là, je ressens encore une certaine culpabilité. Je n'étais pas aussi proche de lui que d'autres dans l'équipe, mais le doute persiste. Aurais-je pu déclencher cet anévrisme avec ce choc? Je ne le saurais jamais avec certitude, mais c'est une pensée que je porte avec moi, même des années après. Je me souviens d'une amie très proche que j'avais il y a environ 5 ans, dans mon programme de physique. Pendant les vacances d'été, on se parlait presque tous les jours. On discutait de nos vies, de ce qu'on faisait, et de nos plans pour la rentrée. À l'époque, j'étais vraiment passionné par le vélo, surtout le VTT, et j'essayais de la convaincre d'en acheter un pour qu'on puisse rouler ensemble quand elle reviendrait en ville. Je lui en parlais tout le temps, avec enthousiasme. Elle m'a finalement dit qu'elle allait essayer de faire du vélo le lendemain. C'est la dernière chose que je lui ai dite. Le lendemain, elle est allée faire du vélo avec son père. À un moment, son pneu a touché celui de son père, et elle a perdu le contrôle. Elle a dévié sur la route juste au moment où un gros camion passait. Il n'y a pas eu de deuxième chance. Ils ont dû organiser des funérailles à cercueil fermé. Je sais que les gens me disent que ce n'est pas ma faute, que je ne pouvais pas savoir ce qui allait se passer, mais je ne peux m'empêcher de me sentir coupable. Si je ne l'avais pas autant encouragée à faire du vélo, peut-être qu'elle ne serait pas montée sur ce vélo ce jour-là. Elle serait encore là aujourd'hui, et ses parents n'auraient pas perdu leur unique fille. Ce sentiment de culpabilité me hante. J'ai l'impression d'avoir, d'une certaine manière, contribué à ce qu'il s'est passé, même si tout le monde me dit le contraire. Ça me ronge encore aujourd'hui. J'habitais en colocation avec quelques amis, et un soir, c'était mon tour de sortir les poubelles. Mais il pleuvait fort dehors, et j'étais bien installé. Alors, au lieu de faire tout comme il faut, j'ai simplement couru dans l'allée derrière la maison et laissé les sacs à côté de la poubelle, qui était déjà pleine. En passant par la porte du jardin, un des sacs s'est accroché au loquet et s'est déchiré, laissant un peu de déchets tomber. Comme il pleuvait, j'ai décidé que je nettoierais tout ça le lendemain matin et je suis rentré rapidement. Le lendemain, je me suis levé tard, vers midi, et je me suis rappelé qu'il fallait que je nettoie les déchets. En sortant dans l'allée, je me suis rendu compte qu'il y avait des détritus partout. J'ai supposé que les mouettes avaient du sang mêlé et avaient tout éparpillé. Alors, j'ai commencé à ramasser. En rentrant, un de mes amis m'a dit que la voisine d'Aix-en-Grave-Côté avait eu un accident. Apparemment, très tôt le matin, elle avait entendu les mouettes dans l'allée en train de faire un raffut avec les ordures. Elle avait décidé de sortir pour nettoyer le bazar, mais elle avait glissé et s'était cogné la tête. Elle avait plus de 80 ans. Après être rentrée chez elle, elle s'était sentie mal, et elle a fait un malaise. L'ambulance est venue la chercher, mais plus tard dans la journée, elle est morte. Anévrisme cérébral. Je ne sais pas exactement comment ça marche,
mais j'imagine que la chute et le choc à la tête ont provoqué ça. Depuis, je me sens coupable de ne pas avoir nettoyé tout de suite ce soir-là. J'avais laissé un danger potentiel qui, indirectement, a conduit à sa mort. Chaque fois que je pense à quelque chose qui pourrait représenter un risque pour quelqu'un, cette culpabilité revient. Ce sentiment persistant que si j'avais juste fait ce que je devais faire, rien de tout cela ne serait arrivé. Désolé, madame. Je n'ai jamais voulu causer ça. Je me suis toujours considéré comme un bon conducteur. Je pensais savoir comment gérer ma voiture, surtout sur des routes que je connaissais par cœur. Ce soir-là, la route était sèche, une de ces routes avec un virage que j'avais dû prendre au moins une centaine de fois. C'était au milieu de la nuit, personne d'autre sur la route à part moi. Les conditions étaient parfaites. Je ne roulais pas particulièrement vite, mais je n'étais pas non plus complètement concentré sur ce que je faisais. Puis, j'ai pris ce virage un peu trop large. J'ai senti la voiture commencer à glisser, et avant même de vraiment réaliser ce qui se passait, j'avais perdu le contrôle. La voiture a dérapé, a traversé la route, a fait un tête-à-queue dans le fossé, puis est revenue sur la chaussée. Dans tout ce chaos, quelque part au milieu de tout ça, le gars que j'avais à peine rencontré plus tôt, qui était à l'arrière de la voiture, s'est retrouvé projeté à travers la route, à une vingtaine de mètres dans un champ. Il avait le cou brisé en 3 endroits et de nombreuses autres blessures graves. Son cerveau était enflé, et pendant des jours, les médecins espéraient qu'il pourrait s'en remettre. Mais, environ un mois après l'accident, il est décédé. C'était un père de 27 ans, avec 5 enfants, et il est mort à cause de mon erreur. L'accident a eu lieu en février, et depuis, ma vie n'a plus jamais été la même. Avant même cet accident, on m'avait diagnostiqué une dépression, juste une semaine auparavant. Et depuis cet événement, les choses n'ont pas vraiment évolué pour le mieux. Les médicaments m'aident un peu, mais il y a encore des jours où je n'arrive même pas à sortir du lit. Récemment, j'ai commencé à aller un peu mieux, mais je ne suis plus la personne que j'étais. Heureusement, la famille de ce gars a fait preuve d'une compréhension incroyable. Ils m'ont accueilli malgré tout ce qui s'est passé. Ils ont même invité à venir poser une croix à l'endroit de l'accident. Ils savent que les erreurs peuvent arriver, et leur compassion m'a touché plus que je ne saurais le dire. Même si leur soutien m'aide à tenir le coup, la culpabilité reste avec moi. Chaque jour, je pense à cette nuit-là et à ce père de famille qui a perdu la vie à cause de mon inattention, et je me demande si je parviendrai un jour à vraiment me pardonner. Je suis résident en chirurgie aux États-Unis, et j'ai perdu une patiente, une mort que je sais être de ma faute. Je ne peux pas entrer dans les détails à cause de la confidentialité médicale, mais je peux dire qu'elle était une jeune femme, mariée, avec de jeunes enfants. Elle venait pour une chirurgie de perte de poids, une procédure de routine. Le lendemain de l'opération, elle a eu une complication. J'étais en plein milieu d'un week-end de garde, et j'en étais à ma 36e heure de travail. Lorsque je suis passé la voir, j'ai manqué de reconnaître les signes. Quelques heures plus tard, elle a fait un arrêt cardiaque. Nous avons réussi à la réanimer et à l'emmener d'urgence au bloc pour une nouvelle intervention, mais elle a passé plusieurs semaines en soins intensifs chirurgicaux, dans un état critique. Finalement, nous avons dû retirer les soins, et ce moment-là m'a marqué à jamais. Je ne pourrai jamais oublier le regard dévasté de son mari. Il m'a dit qu'il me pardonnait, mais je ne me suis jamais pardonné. Cette jeune femme avait décidé de se faire opérer pour pouvoir suivre le rythme de ses enfants, et à cause de mon erreur, je leur ai retiré cette chance. Cela me ronge chaque jour. Plus tôt dans l'année, j'avais eu une blessure à la tête qui m'avait éloigné du travail pendant plusieurs mois. Entre ce traumatisme et la perte de cette patiente, je suis tombé dans une spirale profonde. J'ai commencé à boire pour essayer d'oublier, mais cela n'a fait qu'empirer les choses. Mon travail a commencé à en pâtir, et je me sentais dépassé par l'anxiété et la dépression. Les cauchemars, l'insomnie, tout ça m'a conduit à perdre ma fiancée avec qui j'étais depuis 4 ans. Et, il y a peu, j'ai aussi perdu mon emploi à cause de cette spirale. Cela fait maintenant 2 ans et demi que je me bats contre cette dépression, et dernièrement, ma relation actuelle s'est aussi effondrée à cause de ça. Je viens de commencer une thérapie cette semaine. C'est mon premier vrai pas vers la guérison, et je me sens déjà un peu mieux.
J'espère vraiment pouvoir reconstruire ma vie et sauver ma carrière. Pour répondre à la question, la mort de cette patiente a complètement détruit ma vie. Mais je suis déterminé à ne pas la laisser ruiner mon avenir. Il est temps de ramasser les morceaux et d'avancer, aussi difficile que cela puisse être. Quand j'étais adolescent, je vivais dans un état où les lois sur les armes étaient très souples. J'étais fasciné par les armes, je trouvais ça cool, et mes parents pensaient que j'étais suffisamment responsable pour en posséder. Ils m'ont donc acheté un fusil et 2 pistolets. J'ai toujours pris mes responsabilités avec sérieux, je transportais les armes déchargées, je les nettoyais régulièrement, je ne tirais que dans la zone de tir que mon père avait construite, et je gardais toujours les armes et les munitions sous clé, séparément. Mon père m'avait tellement inculqué les règles de sécurité que ces habitudes étaient devenues automatiques pour moi. Un soir, un ami à moi dormait chez moi, et on traînait dans ma chambre. Parfois, on sortait le revolver pour s'amuser à le faire tourner sur nos doigts, ou à simuler des dégainés rapides, juste des trucs d'adolescents qui jouent au cow-boy. Ce soir-là, mon ami voulait le faire, mais au lieu de sortir l'arme moi-même, je lui ai donné la clé du coffret. Il l'a pris et a commencé à jouer avec. Puis, c'était mon tour. Pendant que je jouais avec, l'arme s'est déclenchée, et la balle a atteint mon ami. J'ai paniqué, je suis sorti de la pièce en hurlant. La police a été appelée, et mon ami a été transporté à l'hôpital, où il a été déclaré mort. À ce jour, je n'ai aucune idée de comment une balle s'est retrouvée dans le revolver. J'étais assis à environ 1 mètre de lui quand il a sorti l'arme du coffret, donc je suis sûr qu'il n'a pas chargé l'arme. Je vérifiais toujours l'arme avant de la ranger, et je me souviens clairement l'avoir fait cette fois-là, car j'expliquais justement les procédures de sécurité à mon ami la veille. Mon père, le seul autre à avoir une clé du coffret, a toujours nié avoir touché les armes. Après cet accident, j'ai sombré dans un état de choc total. Je suis devenu presque catatonique pendant des mois. C'était la fin de l'année scolaire, mais je n'ai aucun souvenir d'avoir passé mes examens finaux, ni de savoir si j'ai dû les rattraper ou si j'ai été excusé. C'est un trou noir complet. J'ai été poursuivi en justice, représenté par un avocat public. Je suis allé aux audiences et à la condamnation, mais je ne me souviens de rien de tout ça. Je pense avoir plaidé coupable à un chef d'accusation lié aux armes, car j'ai été condamné à 1000 heures de service communautaire. Mes parents ont perdu les documents en déménageant, et depuis leur décès, je n'ai plus aucun moyen de savoir ce qui s'est réellement passé, car le tribunal n'a plus de traces aussi anciennes. L'accident a complètement bouleversé ma vie sociale. J'étais déjà un adolescent assez solitaire, mais après cet événement, beaucoup de mes amis m'ont tourné le dos. Tout le monde dans notre petite ville connaissait les détails. Certains de mes amis sont restés, mais les parents de l'un de mes plus proches amis m'ont interdit de venir chez eux ou d'inviter leur enfant chez moi. À l'époque, j'avais trouvé cela injuste, mais maintenant que je suis parent moi-même, je comprends parfaitement leur réaction. Après le lycée, j'ai commencé à boire beaucoup, et chaque fois que l'alcool me faisait perdre pied, je m'effondrais en larmes, racontant cet accident à tous ceux qui voulaient bien écouter. J'étais un désastre émotionnel. J'ai fini par arrêter de boire assez rapidement, mais les cicatrices restaient. J'ai eu plusieurs relations sérieuses par la suite, et à chaque fois que je racontais cet événement à une partenaire, la relation se terminait peu de temps après. Personne ne m'a jamais dit clairement que c'était la raison, mais le timing était trop évident pour être une coïncidence. Alors, j'ai fini par ne plus le dire à personne. J'ai cessé de penser à cette histoire. J'imagine que, d'une certaine manière, j'ai fini par faire la paix avec moi-même, du moins en surface. Aujourd'hui, des décennies plus tard, j'ai une épouse, des enfants, et j'ai globalement réussi à tourner la page. Mais je déteste toujours les armes à feu. Je n'en ai jamais possédé ni touché une depuis cet incident. Je n'ai jamais permis à mes enfants d'avoir des armes, ni même d'en utiliser. Chaque fois qu'ils voulaient aller chez un ami, je demandais systématiquement aux parents s'ils possédaient des armes et comment elles étaient stockées avant de les laisser y aller. Même si tout cela remonte à plus de 30 ans, je me reprocherai toujours de ne pas avoir vérifié l'arme ce soir-là. Je me blâme, moi et un peu mes parents, d'avoir été aussi insouciants avec les armes et les munitions. Je repense souvent à cette balle, à comment elle a pu se retrouver là. Est-ce que mon père l'avait sortie par erreur et avait oublié de respecter ses propres règles, malgré ses dénégations? Est-ce que mon ami l'a chargée discrètement,
pour une raison que je ne comprendrai jamais? Ou est-ce moi qui ai négligé quelque chose, même si je me souviens avoir vérifié l'arme avec lui la veille? Je ne le saurai jamais. Mais cette culpabilité, je la porterai avec moi pour le restant de ma vie. Cela fait plus de 10 ans que je n'ai parlé de cette histoire à qui que ce soit. J'ai tué ma mère. C'est ce que je me répète souvent, même si elle m'a toujours dit que ce n'était pas de ma faute. J'ai fumé pendant 5 ans en vivant avec elle, et elle a fini par développer un cancer du poumon, tout comme mon père. Quand elle a reçu le diagnostic, c'était comme si le sol s'était dérobé sous mes pieds. Je savais que j'avais contribué à cette maladie, que ma fumée avait sûrement joué un rôle. Pendant les derniers mois de sa vie, je n'arrêtais pas de lui demander pardon. Je ne sais pas combien de fois je lui ai supplié de me pardonner. Mais à chaque fois, elle me disait qu'il n'y avait rien à pardonner. Elle me répétait que la vie est faite de choix, que ce n'était pas de ma faute, que c'était simplement ce qui devait arriver. Mais même si elle l'a dit, ça n'a jamais vraiment apaisé la culpabilité que je ressentais, et que je ressens encore aujourd'hui. Ça fait presque 8 ans maintenant qu'elle est partie, mais cette culpabilité, je la porte avec moi chaque jour. C'est comme une sorte de punition que je m'inflige volontairement. Je me dis que je mérite ce poids, que je ne dois pas oublier ce que j'ai fait, même si je sais, au fond, que rien ne changera le passé. C'est un mélange de deuil et de culpabilité qui ne me quitte jamais vraiment, une façon de m'assurer que je n'oublie pas le rôle que j'ai joué dans sa souffrance. Mais la vérité, c'est que même si je continue à m'en vouloir, ma mère, elle, m'a pardonné bien avant que je puisse me pardonner à moi-même. Un jour, j'étais en service, et on me signale qu'un détenu est en train de faire une réaction allergique grave. Il venait de recevoir son repas halal, mais au lieu de manger le plat, il a juste décidé de bouffer les cacahuètes qui l'accompagnaient. Ce que personne ne savait, et surtout pas moi, c'est que ce type avait une allergie aux arachides. Et, bien entendu, il n'avait rien mentionné à personne à ce sujet. Bref, ça tourne mal et il commence à faire un choc anaphylactique sévère. Les gardes m'appellent en urgence parce que je suis le médecin sur place. En arrivant, je vois tout de suite que la situation est grave. Le type a du mal à respirer, son visage gonfle rapidement, ses lèvres deviennent bleues. Ça, c'est le genre de situation où chaque seconde compte. J'attrape donc l'épinéphrine et lui fais une injection pour tenter de calmer la réaction. Ensuite, je passe au Benadryl, histoire de vraiment couper court à cette allergie. Mais ça ne marche pas. Rien. Sa respiration est de plus en plus faible, et je sais que je dois agir vite. L'adrénaline monte. J'en viens à la dernière option, l'ouvrir pour lui dégager les voies respiratoires. Je n'ai pas vraiment le choix, alors je fais une trachéotomie d'urgence. Dans ma tête, ça devrait être la solution. Mais encore une fois, c'est un échec. Le gars ne respire toujours pas correctement. À ce moment-là, je commence à me demander ce qui se passe. Et là, la vérité me tombe dessus, il est aussi allergique au Benadryl. Et moi, sans le savoir, je viens de lui en injecter directement dans le cœur. Autant dire que c'était la pire combinaison possible. Pas d'air, 2 réactions allergiques, et tous mes efforts pour essayer de le sauver ne changent rien. Malgré tout, la situation me laisse perplexe. Ce type ne semblait pas vouloir mourir à ce moment-là, mais en même temps, pourquoi mangerait-il délibérément des cacahuètes en sachant qu'il est allergique? Était-il simplement imprudent? Ou bien est-ce qu'il voulait s'en sortir avec une petite réaction allergique pour être transféré à l'hôpital et peut-être essayer quelque chose là-bas? Mais d'un autre côté, c'est le même gars qui fabriquait des vestes explosives pour des enfants, version extra small pour les faire passer inaperçus. Et c'est peut-être pour ça que je ne ressens pas vraiment de culpabilité à ce sujet. Il y a des choses qui te suivent, qui t'obsèdent, mais cette histoire, bizarrement, ne fait pas partie de celle-là. Je ne perds pas de sommeil à cause de lui. Peut-être que c'est parce qu'au fond, je pense qu'il avait probablement une autre fin en tête, une qui ne se serait pas terminée dans une cellule de détention. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.